1000 millions de mille sabords. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous. Avant d'arriver sur le mois de Noël, qui risque d'être incroyablement frais, vous verrez, je voulais quand même un petit peu me donner un petit défi et m'attaquer à un mastodonte. Mais quand je parle du mastodonte, je vous parle d'un pilier qui doit faire facilement plus de 100 tonnes tellement il est phénoménal. En effet, pour donner un peu plus d'explication, dans ma tête, j'imagine un quatuor au niveau des BD les plus connus. C'est-à-dire que ces quatre-là font partie des plus grandes puissances de la BD franco-belge à travers le monde. Et sur ces quatre-là, je vous en ai déjà présenté deux. Je vous en ai présenté un l'année dernière dans la période de Noël d'ailleurs, et je vous ai présenté l'autre il y a de ça maintenant 6 ans. Putain, je suis déjà vieux sur YouTube alors que ça fait 1 an que j'ai redémarré. Ouf, oh là là, le coup de vieux. Et donc, si on calcule, on a fait la moitié, et il nous reste donc l'autre moitié. Et pour l'autre moitié, déjà le troisième, on va le mettre de côté, hein, parce que comme je l'ai déjà dit maintes fois, il a un portfolio aussi gigantesque que celui de Barack Obama, donc autant te dire, je ne vais pas faire l'affront de le présenter maintenant, hein, j'ai pas envie de faire une vidéo de 45 minutes, donc on le met de côté pour le moment. Nous, on va s'attaquer au héros connu de tous. Et oui, ici, je parle de celui qui a voyagé dans le monde entier, qui possède un chien tout blanc et tout mignon, mais aussi très intelligent, et possède un ami marin d'eau douce, aussi capricieux qu'alcoolique. Bref, un joli trio. Alors, prenez votre chien, n'oubliez pas de prendre vos cartes de l'Amérique latine ou de l'Afrique, et surtout, faites attention à ne pas perdre vos oreilles en allant à Moulassar. Aujourd'hui, messieurs, dames, nous nous attaquons donc au héros belge le plus connu de tous les temps, à savoir le fameux Tintin. Tintin, ou plutôt les aventures de Tintin, est une série de bandes dessinées créée à partir de 1929 par le dessinateur et scénariste belge Georges Rémy, de son surnom Hergé. En vrai, qui ne connaît pas Tintin? Sérieusement. Qui n'a jamais vu ne serait-ce qu'un épisode de la série ou qui n'a pas lu au moins une de ses œuvres? C'est le b.a.-ba de la BD franco-belge. C'est comme parler d'Astérix pour la France ou Lucky Luke. C'est un monstre, d'accord? C'est presque même un des piliers principaux de la BD franco-belge. Milou, Tintin, Haddock, Moulinsart, Professeur Tournesol, Rastapopoulos, des lieux mythiques, des histoires fabuleuses. Qui ne connaît pas ça? Il fait partie de la pop culture. Il est clairement même le héros de la Belgique. C'est pas rien. Avec 24 albums, du premier Tintin au pays des soviets en 1930 jusqu'au dernier Tintin et l'Alf Art qui fut inachevé, vous en saurez un peu plus pourquoi, c'est des millions d'exemplaires vendus dans le monde entier. Au moment où sort la vidéo, les seuls chiffres qu'on a sont ceux de cet an 2021, où la vente était estimée à plus de 250 millions d'albums depuis la publication du premier. Ce qui veut dire qu'il fait partie des bandes dessinées européennes les plus célèbres et les plus populaires du XXe siècle, avec par exemple par pur hasard Lucky Luke et ses plus de 300 millions et Astérix et son presque 400 millions. Mais où commence son aventure, comment Tintin est venu au monde, et qui est son auteur et quelles sont ses controverses? Eh ben voyons voir ça. Mais avant, commençons par le commencement. Comme beaucoup de grands noms de la bande dessinée, il apparaît pour la première fois dans la presse, et ici notre reporter fut découvert dans le supplément jeunesse Le Petit 20e du journal belge Le 20e siècle, avec donc sa première aventure, Tintin au pays des soviets, en 1929. Pour expliquer un petit peu le contexte, Hergé doit illustrer en fait une histoire appelée l'extraordinaire aventure de Flup, Nénès, Poussette et Cochenet. Une histoire plutôt médiocre, écrite par un chroniqueur judiciaire et sportif du XXe siècle, à savoir Armand de Smet. Peu satisfait de cette production qu'il juge ennuyeuse, avec un titre aussi ridicule aussi,
Il multiplie les contributions dans d'autres périodiques, dont 2 planches intitulées Réveillon et le Noël du petit enfant sage qu'il publie dans Le Sifflet. Cette dernière met en scène un jeune garçon accompagné de son chien blanc, 2 personnages qui séduiront un certain Norbert Wallace au point que l'abbé proposera à Hergé de les intégrer au petit 20e. C'est de là que naît Tintin et Milou le 10 janvier 1929 avec sa première aventure qu'on a déjà citée, à savoir Tintin au pays des soviets. Le succès est immédiat, mais ne représente pas tant le Tintin que l'on connaît aujourd'hui. Il a à peine un visage et un semblant de métier. Son caractère ne semble pas encore définitivement fixé. Hergé lui-même insistera sur la légèreté qui préside à la création de son personnage. Né, comme d'après lui, une blague entre copains oubliée le lendemain et qu'il n'imaginait pas qu'il survive à sa première aventure. À la fin de l'année 1903, après 2 aventures qui commenceront à détailler notre petit personnage, les aventures de Tintin prennent un chemin décisif. En effet, Hergé signe un contrat avec la maison Casterman, située à Tournai, et qui aura donc le privilège d'éditer tous les albums de notre personnage en langue française, et qui encore aujourd'hui est son éditeur principal. Mais comme vous le voyez au niveau des dates, on s'approche d'une sombre époque qui touchera Hergé et son personnage, à savoir la Seconde Guerre mondiale. Le déclenchement de la guerre et surtout l'invasion de la Belgique par l'armée allemande en mai 1940 entraîne l'arrêt du petit 20e et l'interruption de son nouveau récit Tintin au pays de l'or noir. À partir du 28 mai 1940, la Belgique subit l'occupation de son territoire, mais ce contexte de guerre constitue paradoxalement un certain âge d'or de la création du personnage. Hergé, comme d'autres artistes, veut s'assurer des revenus réguliers et ne pas se faire oublier des lecteurs. Au mois d'octobre 1940, il rejoint le quotidien Le Soir dont la publication se poursuit sous l'impulsion de journalistes collaborateurs et avec l'accord de la propagande nazie qui en fait un instrument privilégié de la pénétration de l'opinion publique. L'attitude d'Hergé pendant l'occupation est considérée comme ambiguë et lui vaudra de nombreuses critiques. En acceptant de travailler pour un journal considéré comme volé par une partie de l'opinion, l'auteur fait probablement le plus regrettable choix politique de son existence. Mais il cherche avant tout à développer ses créations artistiques, en profitant de l'absence de concurrence française à cette époque pour s'imposer. Pour Hergé, le rayonnement de son œuvre compte plus qu'une certaine éthique, et, de fait, il semble indifférent aux événements de son époque. Et quand on sait tout le passé de ma famille avec un arrière-grand-père qui était décoré de la Légion d'honneur, c'est peut-être le seul regret que j'ai sur son auteur. Parce que là, sur ce coup-là, t'as été dégueu, mec. Sérieux. Avec la libération du pays le 3 septembre 1944, qui entraînera l'interruption du Soir et donc celle de l'album Les 7 boules de cristal, Hergé est empêché de toute publication pour ses faits de collaboration. C'est durant cette période que se manifestera chez l'auteur les premiers signes d'un syndrome dépressif. Mais, fort heureusement pour lui, le 22 décembre 1945, la justice décide de n'entamer aucune poursuite à son encontre, alors que d'autres journalistes du Soir ne bénéficient pas d'autant d'indulgence. Ah, la popularité, ça a des avantages pour réussir. Lavé donc de tout soupçon, Hergé obtient le certificat de civisme nécessaire à sa reprise du travail et s'associe à l'éditeur de presse et résistant Raymond Leblanc pour lancer le fameux journal Tintin. La publication de ses aventures reprend donc. Toutefois, Hergé continue de subir des attaques quant à son attitude équivoque sous l'occupation. Sensible à ces accusations, il s'enfonce dans la dépression, ce qui l'amènera à prendre du recul. La crise qu'il traverse se double d'un certain désamour pour son pays, ce qui se traduit par un projet d'installation en Argentine au début de l'année 1948. Putain, mais de plus en plus que je vous raconte l'histoire, j'ai vraiment l'impression d'avoir l'histoire d'un petit soldat du moustachu. Réellement, regardez tout le circuit. Et là maintenant il veut partir en Argentine. On dirait vraiment un Allemand à l'époque. Avec cette charge de travail qui n'arrête pas d'augmenter, Hergé est convaincu qu'il doit s'entourer d'une équipe. Plusieurs dessinateurs et scénaristes sont recrutés, parmi lesquels Bob Demour et Jacques Martin, ce qui aboutira à la création des studios Hergé au début de l'année 1950. Dès lors, si le dessinateur se réserve les premières étapes de la création, à savoir la rédaction du scénario, puis du storyboard et le crayonné, il confie ensuite le reste du travail à son équipe. Au cours des années 1950 et 1960, Tintin devient un véritable icône international. Les ventes d'albums de la série s'accroissent et au milieu des années 60, 1,5 million d'albums s'écoulent chaque année, tandis que Tintin en Amérique, on a marché sur la Lune
et le trésor de Rackham le Rouge dépassent tous les trois le million d'exemplaires vendus depuis leur sortie. Sa dépression étant de plus en plus marquée, Hergé est soumis à des rêves blancs qui le hantent toutes les nuits. Il prend donc enfin l'initiative d'aller voir un psychanalyste qui lui dit de faire un petit arrêt de travail, mais celui-ci refusera. On aurait pu se dire que cela l'aurait amené à sa perte, mais la rédaction et la finition de son dernier album, Tintin au Tibet, sera un soulagement pour l'auteur. L'album marque en effet une rupture dans la série, car pour la première fois, le héros n'est confronté à aucun méchant. Il ne s'agit plus pour lui de conduire une enquête policière, mais bien une quête spirituelle. Si les ventes d'albums de Tintin ne cessent de croître, leur rythme de production s'essouffle, Hergé ne pouvant cacher une certaine lassitude à l'égard de son héros, et surtout voyant la montée en puissance d'autres grands noms de la BD, notamment par la concurrence grandissante du petit Gaulois moustachu. Malheureusement, après tant d'années de parution, diminué par la maladie quand il commence la rédaction de Tintin et l'Alphart, le dessinateur meurt le 3 mars 1983, sans avoir pu le terminer. Fanny Rodwell, sa seconde épouse et légataire universelle de son œuvre, accepte que l'album soit publié, à la seule condition qu'il le soit dans l'état laissé à la mort de son créateur. En cela, le souhait d'Hergé, qui ne voulait pas que son héros lui survive, est respecté, et donc lève son œuvre inachevé depuis. Après sa mort, son œuvre continuera de vivre dans les différents tomes qu'il a sortis, mais je pense que ce qui a fait que Tintin est devenu un phénomène international, c'est son arrivée dans le 7e art. Car en effet, pour la génération des années 90, vous avez pu connaître la sortie de ce que je pense et considère à 100% comme l'une des séries la plus adaptée à 100% et la meilleure série d'animation sur une bande dessinée franco-belge, à savoir, et je suis obligé de vous mettre le générique, c'est un orgasme à chaque fois de l'écouter cette musique. Elle est incroyable. Non mais sérieusement, je ne dis pas des conneries quand je vous dis que c'est la meilleure série adaptée pour une BD, c'est clairement vrai. Déjà, si on regarde l'animation, elle respecte clairement le style de dessin avec la ligne claire. Je trouve qu'elle respecte extrêmement bien. Les personnages sont attachants. Ils racontent parfaitement tous les trucs. Et on dirait vraiment que c'est vraiment tiré, qu'ils ont pris les images de la BD. Honnêtement, cette série, elle est fabuleuse. Et honnêtement, si vous avez des enfants ou vous avez juste envie de vous les retaper, je pense que ça doit se trouver sur YouTube, mais pas tous. Mais honnêtement, faites-le parce que, putain, mais encore aujourd'hui, ça me fait rire. Mais c'est une super série, allez la voir. Et enfin, il n'y a pas eu bien sûr que le petit écran, puisqu'il y a eu aussi le grand écran, avec 3 films à noter quand même, hein, à savoir 2 films IRL. Oui, vous avez bien entendu, il y a eu 2 versions de Tintin en live action. Alors, il ressemble un peu au personnage, mais c'est pas les meilleures adaptations qu'on a connues. Par contre, le film d'animation Tintin et le secret de la licorne, fait par Steven Spielberg, s'il vous plaît du peu, elle est clairement une réussite. Et j'espère qu'un jour, on pourra enfin voir une suite. Hein, mon petit Stevie, hein, on se connaît maintenant, hein, donc s'il te plaît, sors-nous une suite. Ou peut-être Tante Lucky Luke, Astérix, je m'en fous, Tante. Mais s'il te plaît, fais quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, il faut noter que Tintin fait partie d'un groupe très fermé des personnages qui ont eu le droit à une représentation internationale en film. Hein. Et ils sont pas très nombreux parce que je pense qu'ils ne sont que 2, à savoir Tintin et, rappelez-vous, les Schtroumpfs. Pour l'histoire, voici un bref résumé. Tintin, jeune reporter intrépide, accompagné de son chien Milou, voyage à travers le monde et se retrouve souvent mêlé à des enquêtes et des aventures passionnantes. De l'Union soviétique à l'Amérique du Sud en passant par l'Afrique, Tintin découvre des endroits exotiques et rencontre des personnages emblématiques. Elle se déroule dans un univers réaliste et parfois fantastique, fourmillant de personnages aux traits et de caractères bien définis. Dans ses périples, il affronte des méchants redoutables tels que Rastapopoulos ou le général Alcazar. Il résout des mystères, déjoue des complots politiques et récupère des trésors cachés. Tintin est souvent accompagné du fameux capitaine Haddock, un marin au tempérament explosif, et des détectives Dupont et Dupont, toujours hilarants, et bien évidemment le fameux professeur Tournesol.
Mais c'est bien beau de nous donner des noms, mais bon, c'est qui ces personnages? C'est qui ils sont? Quels sont leurs caractères et à quoi ils ressemblent? Patience. Voyons ça maintenant. Tintin est un jeune reporter intrépide et courageux, toujours vêtu d'une veste bleue et d'un pantalon beige. Tintin est connu pour son sens de la justice, sa curiosité sans limite et son engagement à résoudre les mystères et à défendre les opprimés. Il voyage à travers le monde découvrant des contrées lointaines et se retrouvant souvent impliqué dans des aventures dangereuses. Tintin est un personnage loyal, intelligent et débrouillard, qui sait faire preuve d'empathie envers les autres. Il est accompagné de son fidèle compagnon, le fameux chien Milou, et fait également la rencontre de nombreux personnages mémorables tout au long de ses périples. Il est apprécié pour son intégrité, son sens de l'aventure et son esprit d'initiative, faisant de lui un héros intemporel de la bande dessinée. Milou est le fidèle compagnon de Tintin. C'est un fox terrier blanc à poil dur, intelligent et courageux. Il accompagne Tintin dans toutes ses aventures à travers le monde, apportant souvent une aide précieuse grâce à son flair et à sa débrouillardise. Milou est connu pour son amour des eaux et sa loyauté sans faille envers Tintin. Il est également un personnage comique, apportant des moments d'humour dans les histoires. Haddock est l'un des principaux compagnons de Tintin. Le capitaine Haddock est un marin bourru, au caractère impulsif et au langage coloré. Il est connu pour ses jurons mémorables, notamment sa célèbre insulte, 1000 millions de 1000 sabords. Malgré son tempérament explosif, le capitaine Haddock est également un homme au grand cœur, souvent prêt à aider ses amis. Il est l'héritier d'une immense fortune et possède le château de Moulinsart. Sa passion pour la bouteille de whisky est également un trait caractéristique du personnage. Le capitaine apporte une dose d'humour et de caractère à l'univers de Tintin, et sa relation tumultueuse mais chaleureuse avec lui est l'un des aspects les plus appréciés de la série. Le professeur Tournesol est un scientifique distrait mais brillant, spécialisé dans divers domaines, notamment la physique, la chimie et l'ingénierie. Le professeur est souvent reconnaissable à sa calvitie, ses lunettes épaisses et sa blouse blanche. Il est caractérisé par sa surdité, ce qui conduit souvent à des quiproquos comiques dans les dialogues. Malgré sa distraction et son manque de coordination, le professeur possède des inventions révolutionnaires, telles que sa fusée lunaire ou le sous-marin requin. Il est un personnage attachant, passionné par la science, mais souvent maladroit. Il est un membre important de l'équipe de Tintin, apportant son expertise scientifique et son humour maladroit aux aventures. Ces deux protagonistes sont deux détectives de police maladroits et comiques. Dupont est reconnaissable à sa moustache, tandis que Dupont, ou Dupont, est chauve. Ouais, on n'a jamais trop su, ou du moins c'est encore flou, bref. Ils sont souvent vêtus de costumes identiques et sont constamment en duo, se terminant fréquemment d'ailleurs les phrases l'un de l'autre. Les Dupont et Dupont sont des personnages récurrents, et leur maladresse et leur tendance à se mêler les pinceaux ajoutent une touche d'humour aux aventures. Bien qu'ils soient parfois incompétents, ils sont également bien intentionnés et font preuve de dévouement dans leur travail de détective. Si je devais les comparer, on peut un tout petit peu les rapprocher d'un autre détective qu'on viendra, j'en suis sûr, à présenter dans une prochaine vidéo. Pour finir, enfin, j'ai envie de dire cette vidéo, que pouvons-nous dire de plus? Beaucoup de choses, mais faisons un petit peu le tri. Même si Tintin vient de l'imagination de la tête de l'auteur, d'autres personnes théorisent sur des idées d'histoire ou de vie qui auraient pu l'inspirer. Par exemple, la fameuse vie de Paul Hull, de globe-trotter danois, qui, en 1928, alors qu'il avait 15 ans, réalisa seul un tour du monde en 44 jours, habillé en culotte de golf comme Tintin, à la suite d'un concours. Les exploits du reporter Robert Sexay, qui réalisa avec Henri Andrieux le premier tour du monde à moto, ou encore Lénon de Grelle, fondateur d'un mouvement d'extrême droite en Belgique, ami et collègue de travail d'Hergé d'ailleurs, qui déclara dans un interview en 81 être celui qui a inspiré le personnage. Toutefois, cette histoire fut contestée par Paul Jamin, ami commun d'Hergé et de Grelle. On oublie un petit peu vite, mais Tintin fait aussi partie de l'univers français, puisqu'en effet, nous possédons le fameux château de Moulinsart, messieurs dames. Ou du moins celui qui a inspiré le château de Moulinsart. Et en plus, il se situe pas n'importe où, puisqu'en effet, ce château se situe dans l'une des plus belles régions pour prendre une inspiration de château, à savoir les châteaux de la Loire. Et le nom de ce château, c'est Château de Cheverny. Durant l'entre-deux-guerres, Hergé cherche un modèle pour le futur château de Moulinsart, qui apparaît pour la toute première fois d'ailleurs en 1942 dans Le Secret de la Licorne.
Son choix se porte alors sur le château de Cheverny, qu'il ampute de ses ailes, mais dont l'architecture classique correspond si parfaitement à sa technique de dessin, la fameuse ligne claire. Et en 2001, le château accueillera donc une exposition permanente que vous pouvez visiter avec pas moins de 700 mètres carrés sur l'histoire de notre cher reporter. Donc si vous y passez, profitez-en car c'est une très belle visite et on en découvre de partout. Et même d'ailleurs, je crois d'ailleurs que depuis l'année dernière, ils ont installé la chambre de Tintin au château, ce qui est une première puisqu'en effet on ne l'a jamais vu dans les albums. Donc foncez-y. Pour conclure cette vidéo, je ne peux pas le cacher, et vous non plus, que plonger dans l'univers de Tintin nous rappelle à quel point ce jeune reporter arrive à captiver toutes les générations à travers le monde. Son courage, son esprit d'aventure, sa quête de justice et son engagement envers la vérité font de lui un héros intemporel. Que ce soit à travers ses bandes dessinées, ses films ou encore ses produits dérivés, Tintin continue de nous transporter dans des voyages extraordinaires où chaque page et où chaque image éveille notre curiosité ou notre imagination. Que vous soyez un fan de longue date ou un nouveau venu dans cet univers captivant, l'héritage de Tintin perdure et nous laisse rêver à de nouvelles aventures palpitantes à chaque coin du globe. Alors n'hésitez pas à embarquer dans les histoires de Tintin, car même si son histoire est entre deux guillemets coupée, son aventure dans votre esprit ne fait que commencer. Quoi, retourner sur la Lune, moi? 1000 sabords, jamais plus je ne me laisserai embarquer dans votre cercueil volant. Vous entendez jamais de toute cette histoire. Je vous dis, moi, il n'y a qu'une seule chose à retenir. On est vraiment bien que sur notre bonne vieille terre. Voilà, c'est la fin de ma vidéo sur Tintin. Merci à tous d'être arrivés jusque là. Si vous avez réussi d'ailleurs, mettez en commentaire, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut mettre, Haddock. Mettez Haddock en commentaire, on verra ceux qui ont réussi à atteindre la vidéo jusqu'au bout. Merci à tous de l'avoir regardé, ça a été une grosse vidéo. Je sais que j'ai peut-être dû oublier quelques pages, quelques détails, etc. Mais je devais faire une vidéo quand même à la fin. Et j'ai essayé de prendre quelques informations par-ci par-là parce que c'est vrai que Tintin, ça reste un mastodonte autant que Lucky Luke ou Astérix. Donc j'ai essayé de faire une vidéo assez longue mais sans forcément que ça dure 1h30. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça permet de voir si vous avez aimé la vidéo avec ce clic. Ça, je vous accorde que ce n'est qu'un clic, mais c'est important. Ensuite, bien évidemment, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Réellement, ça me ferait vraiment plaisir que vous la partagiez. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur Instagram, sur TikTok et sur X. Et surtout, et ça va être ma demande, si vous n'êtes pas abonné et que vous aimez mon contenu, abonnez-vous à ma chaîne, c'est important. Et si vous voulez en plus avoir toutes les notifications pour voir toutes les nouvelles vidéos, n'hésitez pas à mettre la cloche. Et on se retrouve la semaine prochaine pour commencer le mois de Noël. Et préparez vos baguettes parce que ça risque d'être intense. On se retrouve donc vendredi prochain 18 h. C'était Eyota en direct de la toile et à bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao!